Bonjour, merci d'être présent. Alors il y a Thierry et tout le reste. On va vous parler aujourd'hui dans ce masterclass d'un sujet qui doit évoquer beaucoup de choses et une vraie stratégie auprès de tous les entrepreneurs. Comment faire pour devenir une organisation dit avec un nom barbare data-driven. Et donc l'objectif est qu'on évoque avec vous les succès et les recettes, voire les échecs qu'il y a eu sur ce sujet-là. Et j'ai le plaisir d'être co-animer ce masterclass avec Noaman Charkaoui, qui est le directeur de la transformation au sein du groupe BPCE. Est-ce que tu veux bien te présenter? Bonjour Pajman, bonjour à tous. Donc on est Cherkaoui, je suis directeur de la transformation chez BPCE Solutions Informatiques, qui est le bras armé de la DSI de retail du groupe BPCE et accessoirement auteur. Et donc on est là pour parler de ce concept, de ce paradigme qui est le concept data-driven, donc à la fois recette du succès, mais surtout le pathologie de l'échec. Voilà, donc du coup on a le temps d'échanger avec vous et d'enchaîner avec Pajman sur le sujet. Et du coup, on va attaquer par la définition. Pourquoi déjà? Pourquoi devenir data-driven et qu'est-ce que c'est qu'une organisation data-driven? Alors, je ne vais pas être prétentieux pour dire que j'ai la définition des data-driven. En tout cas, c'est un concept qui est nouveau, c'est un concept qui est récent, c'est un concept qui a suscité pas mal d'écrits, pas mal d'histoires. Mais qu'est-ce que c'est que data-driven? C'est une vraie question. D'abord, on dit quand on est data-driven, c'est quand la data est au cœur de l'organisation. Quand on décide grâce à la data, quand on acculture nos collaborateurs à la data, et surtout qu'on utilise la data pour fidéliser des clients, pour ramener des clients et pour changer peut-être le business model. Ça s'appelle être data-driven. C'est-à-dire la data est le cœur de la transformation et de l'organisation. Quand la data est utilisée juste pour être stockée, c'est pas data-driven. Quand la data elle est juste acquise et reste dans des silos, c'est pas data-driven. Quand la data elle est là pour être un capital qui est non exploité, ça ne s'appelle pas data-driven. Voilà. Donc on peut toujours définir data-driven parce que ce que n'est pas être data-driven. Mais voilà, donc la data au cœur des décisions, la data au cœur de la stratégie, la data au cœur de l'organisation. Donc effectivement, le pourquoi devenir data-driven, l'objectif c'est que la décision puisse se prendre au plus juste, de manière beaucoup plus objective et moins subjective, pas appuyer que sur l'expertise de l'humain. C'est très important, c'est crucial d'avoir l'expertise humaine, mais derrière avoir de la donnée. Ce matin, on évoquait un exemple parfait qui était sur la médecine. Et tout à l'heure, sur les stands de Big, on est passé devant une très belle start-up Deep Tech qui s'appelle Courage, avec un K, qui est développée avec partenariat avec l'ENRIA de Montpellier. Ils ont développé tout un mécanisme qui permet de travailler sur tout ce qui va être rééducation des personnes pour pouvoir remarcher à nouveau. Et le sujet, c'était comment la donnée va venir pouvoir aider la médecine pour le traitement de quelque chose qui est très compliqué, très coûteux. Et donc, il y avait quelque chose qui était très intéressant. En 1 heure, ils ont la capacité d'analyser les différents traumatismes du malade et de savoir exactement quelle est la proposition de valeur qui va être proposée. On est passé data-driven, mais par contre, on a perdu l'écran, le support. Bon, c'est pas grave, on va, sans la présentation, on va continuer à vous présenter. On va parler maintenant des recettes. Et avant de parler des recettes, et on vous partagera, si vous voulez bien, le support qui n'est qu'un support de présentation. Donc, ne vous inquiétez pas, on va le pitcher à côté. Avant de parler des recettes de succès, parlons des échecs. Noaman, est-ce que tu peux, et dans le livre dont on va parler tout à l'heure, on parlait des 7 péchés capitaux. Est-ce que tu peux nous évoquer un des péchés capitaux? Alors, comme je suis quelqu'un qui vient de la tech, je dirais un premier péché capital, c'est la tech pour la tech. Je vais m'expliquer. Combien de fois on a eu à gérer, en fait, acheter une tech et dire cherchez-moi des cas d'usage. Combien de fois on a eu le cas de dire je vais aller dans le cloud, mais je ne sais pas pourquoi faire. Combien de fois on a eu le cas de dire tout le monde est apaisé à part nous, à quoi ça sert. Donc on a une vraie problématique opérationnelle
quand on achète de la tech, quand on investit dans la tech, il faut qu'il y ait un cas d'usage. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs parce qu'à un moment donné, la tech doit servir des usages, servir des clients, servir un business model. Donc ça, c'est un premier péché capital dans lequel beaucoup sont tombés. On a investi énormément dans un axe qui s'appelle la tech sans réfléchir à sa durabilité, sans réfléchir à son exploitabilité, sans réfléchir à son coût et sans réfléchir à quoi il sert. Voilà, ça c'est, on en a 7, on aurait pu faire 8, 9, 10, on en a choisi 7 parce qu'on considère, de par notre expérience opérationnelle, Pejman, moi-même et Jean Barrard, qui est le troisième co-auteur d'un livre dont on parlera plus tard, on a essayé quand même d'arriver avec des expériences opérationnelles qui vont montrer pourquoi certaines boîtes, ils ont du mal à se transformer, pourquoi certaines boîtes réussissent, d'autres échouent. Et pour expliquer ça, bon, on a listé un certain nombre de barrières, de fail, disons-le, dans celui-là. Donc on a encore 6 autres, on aura le temps d'en parler peut-être, sinon ils sont dans le livre. On peut peut-être évoquer le deuxième qui est est-ce que vous avez besoin d'un Chief Magic Officer? Est-ce que la transformation, et toi tu es bien placé en plus avec ce que tu es en train d'opérer, est-ce que c'est, moi je suis CDO, toi tu es responsable, directeur de la transformation, c'est pas le titre, c'est pas un acteur dans l'organisation qui amène le changement, c'est un écosystème. C'est toute une organisation. Il y a un vrai sujet d'acculturation et l'échec qui est observé aujourd'hui, c'est de faire entrer en fait ce qu'on appelle le Chief Magic Officer. Et à partir de là, ça y est, le changement opère. On l'avait observé dans la littérature. Par exemple, on avait trouvé il y a un temps, il y avait le Chief Happiness Officer. On avait trouvé le Chief Culture Officer. Comme si la culture, en fait, allait être incarnée par une personne. Comme si le bonheur au travail allait être incarné par une personne. Comme si la data allait être incarnée ou l'IA va être incarnée à travers une personne. Ça, c'est une erreur fatale. Il faut un orchestrateur, il faut quelqu'un qui puisse opérer autour de ça. Mais l'enjeu majeur, c'est que culturellement, l'organisation puisse avancer. Et on verra tout à l'heure à travers les 9 piliers. Alors, je ne peux que souscrire à ça parce qu'on le partage déjà, Pejman, et beaucoup le partagent. C'est ce primat du court terme. Je vais revenir. Aujourd'hui, quand on dit qu'on a une fonction et qu'on a quelqu'un qui va opérer une transformation, beaucoup de fois, on l'a opéré avec un timing, comme si la transfo elle est finie, comme si la transfo était un état déjà acquis. Or, la transformation, c'est tous les jours. La transformation, c'est au quotidien. La transformation, c'est tout le monde. C'est un écosystème qui se transforme. C'est l'IT, la data, les collaborateurs, les fournisseurs. L'État aussi, il ne faut pas oublier que dans un écosystème, on est chez Big aujourd'hui, on est sur un écosystème étatique, que tout est lié, l'infrastructure, l'éducation, tout ça c'est lié. Donc voilà, donc c'est un premier état de fait qui fait qu'aujourd'hui, ce primat du court terme, il est fatal pour la transformation parce qu'on est en train de définir des fonctions, on définit un deadline. Aujourd'hui, combien de fois, et je l'ai souvent dit, je te rappelle, que la transformation, ce n'est pas une excess comptable. Ça ne commence pas le 1er janvier, ça ne finit pas le 31/12/2000X. C'est hyper important de préciser. La transfo, c'est sur la durée. La transfo, c'est avec tout le monde. Et la transfo, c'est tout le temps. Plus qu'en phase avec toi, évoquons maintenant la promesse, c'est quoi les recettes? Et du coup, à travers, ça nous a pris à peu près 2 ans. On a fait presque une thèse qu'on aurait pu déposer. On l'a déposée à travers un livre et on a identifié 9 piliers. 9 piliers sur lesquels on ne peut absolument pas passer à côté. Et en plus, on verra tout à l'heure qu'il y a des corrélations entre ces 9 piliers. Et l'erreur, c'est de les prendre de manière unitaire. La première. Alors, la première, très importante parce qu'elle couronne tout. Je rappelle juste, Pejman, c'est que notre idée de travailler sur une orientation avec 9 piliers, c'est parce que c'est une approche systémique. Basiquement, les systémiques, parce que tous les axes sont aussi importants l'un ou l'autre en fonction de où ce qu'on se situe. On revient juste 2 minutes sur la partie échec. Pourquoi il y a eu des échecs? Parce qu'on a choisi un axe au détriment des autres. Parce qu'on a choisi un axe à la place des autres. Or, aujourd'hui, une transformation, c'est tous les axes à un certain niveau de maturité, un certain niveau d'investissement, avec une corrélation, on l'appelle positive. Ceux qui ont fait un peu de maths, on connaît la corrélation positive, quand un axe bouge, l'autre bouge, dans le même sens. Donc, je prends le premier, très important, la culture. J'ai souvent tendance de dire que la transformation, c'est 90% de la culture et de l'accompagnement et des talents, et 10% c'est de la tech. C'est hyper important parce que si on n'a pas transformé l'organisation, nos collaborateurs, nos clients et l'écosystème avec vous, on peut avoir le meilleur outil de big data dans la place, on peut avoir les meilleurs API de la place, on n'aura pas réussi notre transformation. La culture, c'est hyper important.
Les Américains, ils ont ce qu'on appelle les business principles. Hein. Pechman, on en a parlé longtemps. Ces business principles, au-delà d'un concept marketing, c'est plutôt un fondamental de travail. Les gens croient à ces symboles-là, ils croient à des rituels, ils croient à une société qui transforme quelque chose dans l'environnement, dans la médecine, dans la banque, dans la finance aussi. Ils croient à ça et ça fait partie des basiques de transformation sur lesquels ils s'appuient pour avancer et avoir un cap. Je te laisse le deuxième. La stratégie. La stratégie, pourquoi la stratégie Est-ce que la donnée est au cœur de vos décisions ou pas? Est-ce que c'est quelque chose à travers la culture, premièrement, et stratégie? Est-ce que c'est incarné? Est-ce que c'est une conviction profonde dans l'entreprise? Il est très rare que dès le premier jour, vos données soient parfaites, soient correctes, sont exactement comme vous souhaitez, que l'algorithme que vous allez bâtir derrière, l'analytique que vous allez faire derrière, et soit dès la première version, nickel. Si dès le premier pépin, il y a un abandon, il n'y a pas une conviction et une croyance derrière, ça ne marche pas. Et on s'aperçoit aujourd'hui, à travers toujours l'étude qu'on avait menée, si on cite toujours les GAFA, ils ont beaucoup de défauts. Il faut qu'on prenne les qualités qu'ils ont et les défauts, on les laisse chez eux. La qualité qu'ils ont, dans les fameux business principles et dans leur stratégie, la data est incarnée en dur. Et du coup, toute décision doit se prendre dans leur stratégie basée sur la donnée. Et si quelque part la décision elle est mauvaise, ils reprennent pour voir pourquoi la donnée elle n'était pas bonne. Est-ce que c'est une donnée qui était mal collectée? Et est-ce qu'il y avait un défaut autour de ça pour essayer de l'améliorer? Donc, ce n'est pas quelque chose qui se traite dans un corner, c'est bien au cœur du réacteur qu'on va traiter. On peut peut-être balayer de manière un peu plus rapide, mais peut-être les lister technologies. Voilà, technologie, on a un petit peu parlé. Et la tech pour la tech, ça ne sert à rien. Par contre, on a besoin de la tech. Hein. D'ailleurs, on parle de big tech, on parle de smart tech, etc. C'est juste un petit point. Il ne faut pas succomber au hype de la tech, hype du moment. Ce n'est pas parce qu'on a investi sur une tech, c'est qu'elle est utile pour notre business et utile pour nos clients. Donc, c'est un socle, c'est un enabler. Il faut que ça soit un moyen. Deuxième sujet, la décision, c'est très lié à la stratégie, lié à la data. Donc, on va faire un petit peu un strike avec ça. Une décision qui se prenne que sur la base de la data, ça fait qu'on est data-driven. Si on a besoin d'un expert qui intervient, c'est qu'on a raté un truc dans le processus, qu'on n'est pas confiant dans la data, on n'est pas confiant dans le système, et ça, c'est un élément important à régler. Les talents, c'est important. On peut avoir la meilleure tech, on peut avoir la meilleure stratégie, on peut avoir la meilleure data. Si on n'a pas des talents, si on n'a pas des compétences qui nous aident, eh ben on aura raté quelque chose. Je reviens à mes 90% de la transformation, c'est d'abord les talents, les ressources. Vélocité, peut-être un petit mot sur VUCA. Pourquoi la vélocité, Pejman? Pourquoi la vélocité? Parce que très fortement lié à la décision, on le mélange des fois. Et ça nous a été posé la question. Pourquoi vous avez introduit un pilier de vélocité, un pilier de décision, deux segments complètement différents? Comment vous prenez la décision? Est-ce que la décision est basée sur la donnée? Et quelle est la vélocité que vous avez? Est-ce que vous êtes capable de décider rapidement? Exemple, sur le recrutement. Il vous faut un recrutement rapide sur certains talents. Est-ce que votre vélocité est beaucoup trop longue? Votre organisation est complexe pour essayer de prendre une décision. Et des fois, le fameux time to market est dépassé. Le maker, on va en parler un peu plus tard. Le maker, pour nous, est un game changer. On a trouvé, grâce à un prof de HEC qui avait énuméré plus de 248 définitions de leadership dans le monde. Peut-être qu'on en a ajouté un 249e. Pourquoi le maker? Parce qu'on est persuadé que l'incarnation doit venir par des leaders inspirants. Des leaders inspirants qui ont l'expérience du terrain, qui ont vécu comment mener ce type de transformation, comment mener un produit jusqu'au bout. Et à partir de là, ils sont capables de le mener. Et ce n'est pas quelque chose qu'on va apprendre pendant une semaine dans une cour de meilleur master de la place. C'est quelque chose qui vient à travers l'apprentissage. Et en général, le maker, c'est des gens internes qui commencent à monter et incarner ça. Enfin, le client, comme disent les anglo-saxons, « the last but not the least », vous, les patrons, ça vous parle. Ici, au sein de Big, ça parle à tout le monde. On est obligé d'être client-centrique. On est obligé que le client, tout ce qu'on opère, la finalité, c'est le client. Il y a un sujet sur la partie, que ce soit tech, data ou globalement, il y a un sujet dont on a même évoqué ce matin, les régulateurs. Le régulateur, ce n'est pas un client. Le régulateur est là pour que le client soit mieux satisfait,
pour qu'on ait une meilleure valeur, pour qu'on ait des meilleurs standards, le fameux VUCA dont tu parlais. Donc, c'est des éléments qui sont importants. Et peut-être un dernier élément à souligner sur ce sujet-là, jamais prendre ces piliers d'une manière unitaire. Un exemple simple, ça y est, j'ai décidé, je viens d'écouter Pejman et Norman au sein de Big. J'ai compris que je dois devenir un data-driven. Donc, je vais prendre une technologie et la meilleure technologie qui va bien. Je coche le segment, le pilier tech. Il me faut des experts data. Je vais recruter les data ing et les data scientists qui vont bien. Et j'ai compris que c'était important que ça soit câblé client. Donc, je vais collecter les données de clients. On s'aperçoit qu'en fait, si vous laissez de côté, en angle mort, les autres piliers, votre transformation n'est pas complète et à un moment donné, il va y avoir des fails qui vont apparaître au fil de l'eau. D'où l'importance de regarder l'approche de manière beaucoup plus systémique. Tout à fait, Pejman, juste pour compléter ce qui a été dit, cette approche systémique, elle est fondamentale, elle est hyper importante. C'est vraiment l'essence de ces piliers-là, c'est de voir un petit peu ne pas le laisser d'angle mort. Très simplement, ce qu'on veut dire, c'est que la manière dont on a construit les 9 piliers, c'est une manière aussi de lutter contre le silotage de l'organisation. La data n'appartient pas au CDO, la tech n'appartient pas au DSI, le talent n'appartient pas à la DRH. Donc voilà, c'est l'entreprise dans sa totalité en tant qu'écosystème qui travaille sur tous les axes, tous en même temps, d'une manière cohérente. Et donc ce livre qu'on a publié au début d'année, alors les recettes de ce livre vont aller à une ou deux des associations caritatives, mais surtout l'objectif c'est ce savoir qu'on a collecté. Nous, l'objectif, c'est qu'on fasse bouger l'écosystème français, voire l'écosystème européen. Et donc, on est persuadé qu'on ne détient pas forcément toute la vérité. Et la vérité vient par l'intelligence collective. Et donc, on va monter très prochainement un premier club d'échange avec ceux qui sont intéressés autour de ce thème pour essayer de discuter et d'avoir les retours d'expérience. Et justement, on puisse challenger et améliorer cette connaissance-là. On va basculer, en faire un peu de cuisine. On est chez Big, il y a de l'agroalimentaire aussi. Ouais. Bœuf bourguignon, chantilly. Très bien, moi je suis plutôt dessert, mais on y va. Eh ben, c'est parti. Les 3 recettes. Voilà. En fait, globalement, ce qu'on dit, les recettes, tout le monde en connaît, on fait tous ces restaurants. Une recette, c'est des ingrédients. Des ingrédients, c'est des fournisseurs. Est-ce qu'en mettant les mêmes ingrédients, des mêmes fournisseurs au même cuistot, on a le même résultat? Non. C'est pas gagné. Et ben voilà, c'est un peu là, c'est là où on se trompe. On croit qu'on va copier un dispositif, on va copier une techno, on va l'appliquer chez nous, on va se dire on va avoir le même résultat. Eh ben tout à fait non. Pourquoi? Il y a un premier ingrédient qui est la culture. Vous vous rappelez tout à l'heure, la culture, l'ADN de la société, de l'entreprise dans laquelle on travaille, qui sont fondamentalement différents. Donc on peut coller, mais pas coller. On peut imiter, mais pas appliquer à la lettre. On peut s'inspirer, mais pas créer quelque chose de copier-coller. Donc voilà, il y a toute cette histoire-là qu'on vous raconte parce qu'on a vu des échecs sur lesquels on a eu du copier-coller qui n'a pas marché, CTRL-C, CTRL-V, ça ne marche pas tout le temps. On a vu des recettes croyant qu'on ayant les mêmes ingrédients, on aura la même recette, le même goût, le même résultat. Eh bien non, parce que les collaborateurs, les talents sont différents et surtout, les clients sont différents. Un client n'a pas, en fait, on dit les goûts, on peut discuter à pas des goûts et des couleurs. Donc voilà, on a essayé de former des recettes de succès qui sont les recettes qu'on a trouvées avec des combinaisons. On va en prendre quelques-unes et après on va en parler. La première, c'est comment fédérer la culture et les talents. Je mets 2 mots. Je vais à nouveau prendre mon exemple parce que je suis directeur data au sein de BPI France et donc j'ai eu le plaisir de recruter une quarantaine de collaborateurs talentueux. Si ces talents nous ont rejoints au sein de BPI, c'est parce que derrière, ils croyaient pas juste le job desk qui était décrit, pas juste parce qu'ils vont faire le meilleur algorithme, le meilleur data ing de la place, le meilleur tech lead, le meilleur product owner sur la partie data. Pas du tout. Ils croient à une vraie conviction. C'est quoi l'ADN? C'est quoi la culture de notre entreprise, en l'occurrence moi, BPI France, vous, votre PME, votre start-up, quelle est sa culture, quel est son ADN, c'est quoi la finalité, pourquoi ils rejoignent cet actif-là et comment ils vont essayer de valoriser et créer des vrais enjeux de valeur
pour votre entreprise. Ça doit être compris par les collaborateurs et c'est quelque chose qui doit être très transparent, acquis très rapidement. Ça doit pas être quelque chose qui est très confidentiel et très diffus. Et normalement, si c'est quelque chose qui est bien incarné, automatiquement, et quand on dit incarné, ça veut dire toute l'entreprise l'incarne. J'évoque souvent le sujet, comment le COMEX, comment le comité de direction voit le problématique de la donnée. Premier scope, il le voit en disant, dès qu'il y a un problème, il vous appelle en disant, j'ai un petit problème. Est-ce que tu peux rapidement résoudre le problème? Là, on n'est pas dans un enjeu de data-driven. Et là, même les talents, en fait, pourraient quelque part dire, c'est pas ça qu'on me cherche. Je ne suis pas forcément un pompier. Par contre, tiens, j'ai un enjeu business. Voilà vers quoi est-ce qu'on va dans les 2 prochaines années. Comment est-ce que vous allez m'accompagner là-dessus? Comment vous, l'équipe data, digital, tech, vous allez pouvoir m'accompagner pour que cette transformation puisse vraiment avoir écho avec vous. Et on va le faire avec vous. Et là, ça y est, vous embarquez les talents dans cette transformation pour que ça soit un vrai succès. Je ne peux que souscrire à ça, hein. Donc, chacun dans sa vie professionnelle, dans sa vie de tous les jours, a des exemples qui regroupent ça. J'en ai juste un que je vais raconter, que vous connaissez déjà peut-être. C'est que dans ma vie, j'ai recruté des talents que je connaissais comme talents et c'était extérieur. Ces personnes-là, ils sont venus en tant qu'alternants, en tant que stagiaires, en tant que CDD, le temps que, ou même CDI. Et au bout d'un certain moment, ils me disent, Noaman, écoute, on va quitter l'entreprise. Alors j'étais étonné, je dis pourquoi vous quittez l'entreprise? On a une big tech, je ne dirais pas laquelle, qui nous a sollicité et on va y aller. Ah, j'ai dit certainement un problème de salaire. Combien ils vous donnent? Rassurez-vous, ils étaient rémunérés moins que ce que je donnais moi-même. Et en fait, je dis pourquoi vous partez dans une big tech qui vous donne moins? Il m'a dit parce qu'on a vu qu'il y avait une certaine valeur, une certaine culture. Voilà, l'employabilité, le nom, parce qu'il dégage une culture. Voilà. Je dis mais attendez, mais c'est-à-dire que j'ai raté quelque chose, hein. Donc c'est pour ça qu'on parle d'échec, parce que je le prends aussi pour moi-même parfois. Peut-être que j'étais pas assez proche de mes collaborateurs pour leur montrer en quoi, là où j'étais à l'époque, permettait d'avoir une culture, une orientation. Bon, on a rattrapé ces talents-là, je vous rassure, mais quand même, ça fait mal au cœur de dire je suis capable de changer un boulot juste parce que l'entreprise qui me propose un autre boulot, elle a une valeur, elle a une culture, elle a un principal qui clinque, que parfois c'est du marketing, hein. Il ne faut pas croire que tous les business principaux qu'on voit dans la presse sont plutôt réalistes, hein. Donc c'est pas ça du tout. C'est hyper important. Deuxième sujet important, et j'ai aussi vocation à dire à mes collaborateurs et à mes patrons, combien de décisions on prend par jour basées sur la seule data. La seule data, c'est-à-dire j'appuie sur un bouton, j'ai un indicateur, je dis c'est bon, investissez, c'est bon, arrêtez. Non, on appelle le fameux expert. Le fameux expert. Quand on appelle l'expert, c'est fini, c'est mort. C'est que tout ce qu'on a fait comme KPI, comme dispositif, ne marche pas parce qu'on a besoin de cet expert-là, en espérant qu'il ne soit pas à la piscine, pour qu'on puisse décider. Alors là, on a raté quelque chose. Voilà un exemple très simple d'une recette qui ne marche pas si on investit dans la tech, dans les talents, dans la data, et qu'in fine, il faut qu'il y ait un expert pour décider. La data, notre troisième langue, la data fait partie de la vie de tous les jours. Elle fait partie de notre quotidien. Je crois qu'elle est partout avec l'IoT, avec l'intelligence artificielle. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, dans notre vie de tous les jours, téléphone portable, connexion, la data elle est là. On dégage de la data tous les jours. On crée de la data tous les jours. Donc la data fait partie du quotidien. L'idée aujourd'hui et la problématique, c'est pas comment j'acquiers de la data, c'est pas comment je l'expose, c'est pas comment je la stocke, c'est à quoi j'utilise. C'est hyper important. Avoir accumulé tant de data sans avoir à utiliser, ça ne sert à rien. Avoir autant d'algorithmes qui n'utilisent pas la bonne data, ça ne sert à rien. Donc aujourd'hui, c'est hyper important que la data fasse partie du quotidien. Carrément, je dirais, on n'en parle plus. C'est encore mieux. C'est une utilité. Je ne crois pas que les gens disent tous ils ont de l'eau, l'électricité chez eux. D'accord, c'est une utilité qui doit être comme les autres. C'est une vraie troisième langue. Pourquoi troisième langue? On aurait pu dire quatrième, cinquième. Vous parlez français, vous parlez anglais, peut-être vous parlez mandarin, peut-être que vous parlez l'espagnol, l'italien, l'arabe, le persan. Mais en fait, la data doit être la langue parlée professionnelle de l'entreprise. Quand vous allez parler levée de fonds, VC, série A, série B, quand vous allez parler publication de résultats, vous parlez finance, vous avez adopté le langage. Qu'est-ce que ça veut dire en fait chacun des éléments pour que ça soit compréhensible par l'ensemble des acteurs? Parce que tout le monde a un langage commun sur le secteur de finance pour pouvoir comprendre, et c'est un langage qui est universel.
Donc que l'investisseur soit français, américain, chinois, africain, c'est exactement le même langage. Et ce qui fait que on a des startups qui réussissent et du coup, il y a des investissements extérieurs qui arrivent. Et ben la data au sein de l'entreprise, c'est exactement la même chose. Chacune des directions de métier, peu importe dans quelle géographie se situe, ils vont devoir parler ce langage commun. C'est pas une langue qui est isolée juste à une équipe qui va parler un charabia et on va dire ça y est, ça va être résolu et on revient sur le fameux le Chief Magic Officer. Son langage commun, si ce n'est pas en place et si ce n'est pas un acquis au sein de l'entreprise, c'est un échec. Je prends à chaque fois un exemple. Alors, ce coup-ci, je ne vais pas aller dans la cuisine. Je vais aller dans le secteur médical. Tu connais mon exemple. C'est le fameux sang qui véhicule dans le corps. Le corps humain, faisons une comparaison biologique. La biologie est une source d'apprentissage énorme pour nous les humains et la tech. On a les vaisseaux qui sont les transports telco, ce matin Xavier Niel, qui évoque en fait comment il a créé tout ça. La donnée, c'est le sang qui est véhiculé dans le corps. Chacun des organes dans le corps, le cerveau, le cœur, le foie, les muscles, ils ont des moments de vie différents. Vous avez besoin d'un effort intellectuel, le cerveau a besoin rapidement d'une vraie activité pour que le sang lui amène l'ensemble de l'oxygène et l'énergie dont il a besoin. Vous êtes en train de courir un marathon, les muscles ont besoin à ce moment-là les éléments essentiels. Et c'est bien la data, le sang qui va amener l'ensemble des éléments. Et c'est un actif qui est commun pour le corps. Chaque organe ne s'est pas décidé en disant, le cerveau ne s'est pas dit, moi je suis ultra important pour le corps, donc je vais avoir mon propre écosystème sanguin. Le cœur, attendez, moi je suis le cœur du réacteur. Donc c'est moi qui vais avoir tout le dispositif. Les muscles, attendez, on ne peut pas marcher, donc c'est moi qui vais avoir. Non, c'est bien en fait un dispositif global. Et donc ce langage commun est important pour que ça soit incarné. Alors je vous cite cet exemple-là. À chacun de trouver l'illustration qui va bien, mais c'est quelque chose, effectivement, en troisième langue, ça doit être incarné. Le troisième, transformation continue. On en a parlé un petit peu, donc comme on aime bien les images, on se rappelle tous un peu les échecs des data lakes. Qui on n'en a pas fait, en mettant pas mal de données, le point 3 là-dedans, en ayant recruté un druide, il mélange dans la marmite et on croit qu'elle va sortir avec une potion magique. Ça n'existe pas, je suis désolé. Donc plein d'échecs à cause de ça. En ayant voulu combattre une organisation silotée, en mettant un data lake et toutes les données, ça ne marche pas. Autant tu dis, Pejman, que la donnée appartient à tout le monde, autant je dirais aussi le client appartient à tout le monde. Le client n'est pas l'apanage de la direction marketing. Le client n'est pas l'apanage de la direction de la conformité, ni de l'informatique d'ailleurs. Donc voilà, c'est un binôme, un trinôme qu'on construit une relation efficace pour que la tech soit un enabler, que la tech soit un moyen pour arriver à nos fins. Et la tech, c'est pas un investissement d'une année, de 2 ans. La tech est en train d'évoluer. Vous voyez, à l'heure où je vous parle, on parle de computer quantique, on parle de tech évolue. D'ailleurs, on peut féliciter un prix Nobel qui vient de la physique quantique, voilà, qui vient d'arriver. Donc on a des compétences. La tech n'est plus un problème. Albert Einstein, quand même. Exactement, qui n'est pas rien, qui n'est pas donné à tout le monde. Donc voilà. Donc disons aujourd'hui que les talents, la tech, tout ça, ça dit, on les a. Mais comment utiliser ça pour servir les clients, bien servir un use case, utiliser ça dans un effort d'écosystème de conciliation, un effort de use case, un effort de rentabilité, un effort en fait qui avait une utilité. Aujourd'hui, il y a des questions qui se posaient il y a 20 ans, quand on cherchait, vous vous rappelez les gens qui ont commencé l'informatique il y a 20 ans, quand on cherchait un fournisseur, on galérait, quand on cherchait une donnée, on ne la trouvait pas. C'est derrière nous tout ça. Donc pensons à l'avenir, pensons au futur, pensons à écosystème, pensons en collaboration et pensons surtout à servir mieux nos clients. C'est joli ça. Je vais insister sur la partie incrémentale. C'est un vrai angle mort. Je vais être un peu lourd sur le sujet. Peut-être qu'il y aura des questions par rapport à ça. Malheureusement, on ne sait pas le faire dans certaines entreprises. C'est vital de savoir faire petit, efficace, de s'en contenter, de créer de la valeur autour de ça et de passer au step suivant. On a en général tendance de vouloir aller très vite et de vouloir tout de suite en fait la chose la plus complexe. On évoquait ce matin avec Hugo, le lead data science sur la partie IA éthique dans l'autre masterclass, on évoquait la partie frugalité d'un algorithme.
Il faut qu'on soit capable, avec peu de données, de mettre en place un premier algo qui va avoir une probabilité juste à 80%, 83, 85%. C'est énorme. C'est énorme. S'en contenter de dire, j'ai atteint le 85, j'ai 15% d'erreur. Dans certains cas, c'est totalement acceptable. Soit j'accepte le risque, soit je vais le faire de manière incrémentale pour petit à petit le faire évoluer. Et je ne peux pas attendre tout de suite. Je ne peux pas être le GAFA immédiat. On peut être des micro-GAFA. Et l'efficacité, être dans le concept de micro-GAFA, de pouvoir répondre de manière efficace à des enjeux relativement petits et efficaces, ce qui réussissent relativement très bien les startups. Ce qu'ils ont tout à fait compris. Et dans nos organisations, peut-être un peu plus anciennes, un peu plus legacy, il va falloir qu'on le mette réellement en place. Et on passe par, voilà, à nouveau, les fameux 9 piliers dont on a parlé. On voulait avoir un temps d'échange. Alors, j'espère qu'il y a des... on va voir s'il y a des questions. On va les récupérer chez Camille et Wankun. On n'arrive pas à voir les questions en direct. On a pris une tablette pour voir. Alors, quels sont les moyens les plus efficaces pour faire en sorte que dans l'entreprise, on parle ce langage commun? Dans quel type d'organisation avez-vous constaté ces succès? Alors, je prends la première. Oui, quels sont les moyens les plus efficaces pour que ce langage commun, acculturation, à travers des exemples assez précis, avec une vraie patience par les collaborateurs pour aller, et on passe beaucoup par le middle management pour aller essayer de convaincre ça, pour que ce langage commun soit absolument pris. On joue beaucoup aujourd'hui à travers... on s'aperçoit sur les enjeux de transformation data IA digital, il y a beaucoup de partage. Les pairs se voient régulièrement et on s'invite dans nos organisations pour qu'on puisse voir, tiens, qu'est-ce que tu es en train de faire chez toi? Voilà ce que je suis en train de faire, et échanger justement ces fameuses recettes. C'est la meilleure solution pour qu'on puisse voir à travers des exemples, et il faut dépasser les frontières. Par exemple, moi, je prends mon cas d'exemple, je ne vais pas chercher que dans le secteur bancaire. Je vais aller regarder au-delà du secteur bancaire, regarder par exemple sur la partie telco, qu'est-ce qu'ils sont en train de mener comme transformation. Et pas plus tard que la semaine dernière, au salon Big Data, je voyais que, par exemple, Bouygues Télécom a mené une transformation profonde sur la partie de data et gouvernance de la donnée à travers des technologies relativement poussées. Et ils sont arrivés à des succès très, très intéressants. Et c'est les mêmes dispositifs qu'on est en train de déployer. Donc, on s'aperçoit que, par comparaison, intersecteur, on peut commencer à trouver des choses. Merci Pejman. Il y a une question qui revient et qui me plaît bien, c'est Rama qui dit exactement, c'est multifactoriel, beaucoup attendent l'ombre providentielle. En fait, nous on a parlé de cette ombre providentielle, ça s'appelle le maker dans le livre. Et pourquoi le maker? Pejman a dit 2 mots. C'est qu'aujourd'hui, pour qu'une organisation et stratégie puisse aller au bout, il faut qu'elle soit incarnée. Aujourd'hui, on voit bien qu'on parle beaucoup des exemples anglo-saxons. On connaît Elon Musk, on connaît Steve Jobs, tous ces gens-là qui ont rempli la presse et les études sur le maker, qui a une vision, une stratégie et qui porte la boîte. Aujourd'hui, Elon Musk, sa boîte sans lui, c'est pas la même chose. Steve Jobs, quand il est parti, on a tous cru qu'il va s'effondrer la boîte. Il n'est pas effondré parce qu'il a créé, il a préparé un other maker. Donc oui, l'ombre providentielle aujourd'hui n'existe pas tout le temps. On n'est pas toujours capable de le chercher ailleurs, mais on peut aussi le construire, on peut le produire. En France, on a des exemples aujourd'hui qui sont très opérationnels. Moi, j'en rappelle l'exemple de Renault avec Carlos Tavares, qui a créé un sorte de comité, un certain nombre de talents chez lui pour préparer la relève. On a Xavier Niel, tu l'as parlé, c'est un maker. C'est quelqu'un qui a une vision, qui a voulu concurrencer des mastodontes de telco de l'époque, France Télécom pour ne pas les citer, SFR. Eh bien, il a réussi, il a une part de marché, il a fait la Freebox. Voilà le sort de maker à la française qu'on a aussi et qui ont réussi et qui ont été sortis, pas forcément tous du même système, du même sérail, mais ils sont là, ils sont productifs, ils ont commencé par des ETI, ils ont commencé par des boîtes, maintenant ils sont présents.
ils sont des inspirations pour nous. Je ne dis pas forcément qu'on va les copier pareil, c'est juste pour dire que c'est possible, ça existe. Il n'y a pas d'immaculée conception d'un maker, mais il y a une production d'un écosystème plus global. Alors, pourriez-vous présenter les activités du pôle Dataïa de BPI? Avec très grand plaisir. Je vous envoie déjà vers... on est assez bavard sur LinkedIn, donc on communique assez régulièrement ce qu'on fait. On a pas mal d'événements. Et puis, on a mis sur YouTube de BPI, sur son canal, différentes activités. Donc, on couvre un spectre relativement large de la gouvernance, de l'innovation, de l'IA, de l'analytics, ce qu'on appelle le concept de comptoir de données, qui est une invention au sein de BPI, pour parler concept data lake de manière complètement différente et plus simple à déployer. Comment définissez-vous la différence entre une stratégie data-driven et une stratégie data-centrique? Très très bonne question. On est borderline concept marketing, mais dans la littérature, il y a une vraie différence. Data-centrique, c'est poser la question de dire on va avoir un système d'information où la donnée est bien au cœur du réacteur, du dispositif. Et ça, beaucoup de nos organisations sont en train d'atteindre cet objectif-là. Et on le comprend, et même les technologies qu'on commence à déployer sont by design maintenant, intégration avec l'aspect données. Mais une fois que vous avez fait ça, l'organisation, votre entreprise, à nouveau, comment ces décisions sont prises? Quel est l'ordre du jour de votre COMEX? Est-ce que la data est à l'ordre du jour de COMEX ou pas? Est-ce que les problématiques de la gouvernance et décision sur la partie data sont bien posées sur ce segment-là? Voilà les différences qu'on peut trouver. Juste pour compléter ce que dit Pejman, pour être très très clair, nous, globalement, dans le livre, on distingue deux éléments. Data-centrique, globalement, on accumule des données, on les stocke dans une sorte de big data, data lake, ça s'appelle la démocratisation de la data. Quand on est data-driven, c'est exactement ça dit Pejman, c'est quand on pilote, on décide, on agit grâce à la data. Là, on est plutôt dans un premier step d'être data-driven, et c'est vraiment là la différence fondamentale entre les deux concepts. Alors, comment et quand savoir que l'entreprise a atteint ce Graal et les data-driven? Jamais? Jamais, parce qu'on a dit c'est comme ça, c'est on continue, donc ça va bouger, ça va continuer à bouger, parce qu'on est dans un monde qui bouge, les contraintes ils bougent, on est dans un monde VUCA et je reviens, il est volatile, il est instable, il est complexe, et quand on dit qu'on est arrivé, c'est là où c'est dangereux, parce qu'on arrête d'investir, on arrête de chercher, on arrête d'évoluer. C'est continuel, c'est une recherche qui ne s'arrête pas, parce qu'aujourd'hui, il y en a une population, on a parlé, c'est le client. Le client aujourd'hui, il est très volatile, il est très instable, il est infidèle. Et aujourd'hui, pour qu'on puisse l'attraper, le fidéliser, eh ben, il faut tout le temps d'énergie, il faut tout le temps investir, il faut tout le temps connaître et tout le temps suivre. Quand on dit qu'on est arrivé, Nokia a dit qu'il était arrivé il y a quelques années, on sait qu'il est arrivé. Quand elle n'a pas voulu prendre le pas du smartphone, elle a cru que le téléphone qu'on avait à l'époque était suffisant. Et ben voilà, on sait ce que c'est devenu Nokia, et c'est un exemple qu'on enseigne dans les écoles aujourd'hui pour dire voilà ce qu'il ne faut pas faire. Sans vous laisser quand même dans cette réponse un peu philo, vous avez déjà un premier palier, une première étape que vous atteignez en étant data-driven, qui est à nouveau être suffisamment prédictif sur les événements qui sont en train d'arriver. Normalement, à travers les données, vous voyez arriver des signaux de changement de comportement de vos clients. Comment l'écosystème est en train d'évoluer, comment les régulateurs sont en train d'évoluer, comment vous allez attaquer le marché différent, et on voit aujourd'hui, on est dans un schéma multicrise, et la donnée doit être un vrai élément d'axe de réponse dans vos organisations. Et du coup, on peut répondre sur la partie une certification data-driven, très très bonne proposition. Ma foi, c'est peut-être ça fait partie des choses, et on peut même être innovant, pourquoi pas en France et en Europe, d'essayer de ne pas attendre que ce soit les Américains qui amènent ça. Ce serait intéressant de regarder. Il y a une question de gens en période de discontinuité, comment se préserver dans la transformation. Eh ben, on y est dedans. Hein. Vous avez vu, on est passé de la crise du Covid à la guerre d'Ukraine. Voilà, donc on est dans une succession de crises, succession de problèmes. Et on n'est plus on est dans l'accumulation des problèmes. Donc aujourd'hui, il faut avoir un cap, qu'on puisse changer de chemin,
qu'on puisse changer d'orientation, qu'on puisse changer de conception, mais il faut garder un cap. Aujourd'hui, c'est comme un capitaine de navire dans une mer agitée. Il faut savoir naviguer entre les vagues, il faut savoir atteindre l'objectif. Si on change de cap tout le temps, eh ben, ma foi, on va perdre tout le monde. On va perdre nos collaborateurs, on va perdre nos clients, on va se perdre nous-mêmes. Donc aujourd'hui, il faut tenir le cap. Il ne faut pas être exigeant, en fait, dans le sens où c'est ce que j'ai dit, hein, le court terme, c'est pas une fin en soi. Si on avait prévu d'arriver à un certain étape en 2 ans et que finalement c'est 3 ans, ben ça sera 3 ans. L'important, c'est d'y arriver et de ne pas arrêter en cours de chemin parce que sinon, on aurait tout perdu. Et certaines boîtes aujourd'hui qui ont disparu, c'est un peu comme ça qu'ils ont fait en changeant de cap, d'orientation, sans avoir réfléchi à la mobilisation de leurs équipes, à l'écosystème, à l'investissement qu'il y a eu. Donc tout ça, c'est des choses qui arrivent tous les jours maintenant et on n'est plus sur la fiction, on n'est plus sur les crises qui vont jamais arriver. Bon, on attend toujours la crue décennale, mais on ne sait jamais. Alors, dans le cadre de cette transformation, quels sont les obstacles les plus significatifs auxquels vous avez pu être confrontés? Faut-il davantage privilégier l'humain au techno? La réponse est dans la question. L'humain est au corps du réacteur. En tout cas, dans notre conception, et ce matin, si vous allez regarder le replay, le canal sur la partie IA éthique, l'humain est définitivement au cœur du réacteur. Ça n'a aucun sens. Je vous prends l'exemple du médecin. Le médecin qui va avoir un IA assisté pour analyser un IRM complexe, c'est toujours le médecin qui va vous conseiller et qui va prendre la dernière décision. Ça n'a aucun sens que ça soit un robot. L'IA n'est là que pour essayer de le guider et lui faciliter quelque part l'aspect diagnostic. Alors, j'aime bien celle-là. On va essayer de répondre à toutes les questions. Hein. Bonjour, super intéressant, mais par où commencer? La culture. On avait appelé le pilier 1 la culture. C'est l'angle mort majeur. Et on est preneur à travers ce canal où allez-y sur les réseaux sociaux, LinkedIn, pour qu'on puisse échanger si vous souhaitez. On est vraiment preneur. On avait vu par exemple Blablacar. L'a bien stipulé et c'est quelque chose qui est dans leur principe. C'est important qu'on se les partage. Comment cette culture est incarnée, cette culture de la data est incarnée dans les organisations pour que effectivement on puisse avancer. Alors, Olivier, les grosses entreprises qui ne sont pas digitales natives existent sur la data, du temps d'investissement, retourne sur investissement. Old School ne comprennent pas qu'il faut considérer les investissements sur la data comme un enabler. Eh bien, oui, il y a un sujet effectivement d'investissement pour voir quel est le résultat et d'où l'importance de faire de manière incrémentale. Mais effectivement, Olivier, tu as raison, on arrive sur le sujet de conviction. Et du coup, une vraie stratégie de tendance de fond derrière. Non, je suis tout à fait d'accord. Hein. Aujourd'hui, il y a un problème de conviction, de stratégie de maker. Passer son temps à convaincre un COMEX ou un comité d'action qu'il faut investir, c'est déjà perdre son temps. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'acculturation d'entreprise, il faut que ça soit global, depuis le haut de la pyramide jusqu'au dernier collaborateur qui travaille. Tout le monde est engagé dans cette transformation. Si aujourd'hui, on considère qu'il y a des personnes dans l'organisation qui ne sont pas acquis à cette cause, c'est qu'il y a un problème dans la stratégie, un problème dans la vision incrémentale, on en a parlé. Et aujourd'hui, à part prendre ce bâton de pèlerin et aller chercher des décisions, chercher une conviction, ben ça ne marche pas. Enfin, il ne faut pas attendre que ça se fasse tout seul. Nous tous, que ce soit Pejman ou moi, dans un ancien poste, on est parti nous-mêmes aller chercher des décisions un peu douloureuses et on a sorti le ROI comme étant l'alpha et l'oméga. Et ben, la question que je vous pose, combien de projets ouverts avec un ROI certain et qu'on a mesuré 3, 4 ans, 5 ans après? Moi jamais. Sincèrement, jamais on est venu me chercher 4 ans après, me dire Norman, t'en es à combien ton ROI? Voilà des questions fondamentales sur lesquelles on se perd dans la démagogie, dans l'administratif, parce qu'on ne veut pas investir. Vous savez, quand on veut tuer son chien, on l'accuse la rage. Donc aujourd'hui, il faut absolument prendre le bâton de pèlerin. Quand on est habité par une conviction, il faut aller soi-même parce qu'il ne faut pas compter sur les autres. Ça, c'est déjà une conséquence, une conclusion de tous les travaux qu'on a menés depuis des années dans la transformation qu'on a menée. La question de José. Ah non? T'as vu quoi? Il reste 20 secondes. Ça va être la conclusion. Effectivement, culture first. C'est clair. Voilà. L'objectif est essayer d'incarner ça. Un grand merci
pour la partie. Merci beaucoup, Norman, Merci Pedro, d'avoir pour été, l'invitation. d'avoir été présent. On vous donne rendez-vous sur les réseaux. Hein, ça fait... Ça fait mal aux oreilles. Hein, mais ça annonce en fait la fin du masterclass. On espère que vous avez aimé et on vous donne rendez-vous. Alors, on a sur les réseaux sociaux, on a un événement qu'on organise très prochainement. La direction Data organise avec un sponsorship fort, Nicolas Dufourc. On va organiser le 2e hackathon sur le climat. D'ici fin d'année, donc la date sera annoncée, autour d'un enjeu de la donnée et du climat qui est juste fondamental. Un grand merci et à très bientôt. À très bientôt.